Métamorphose et permanence, j'apporterai ici un regard essentiellement historique. Cela souligne les limites de mon ambition. Je considère volontiers l'histoire comme une ancilla philosophiae, comme un auxiliaire indispensable pour la philosophie, mais je n'aborderai pas de front, ici, maintenant, les questions philosophiques. Je ne traiterai même pas de front la question reconnue comme philosophique et délicate de la définition de l'eugénisme. Je me contenterai d'une définition un peu lâche, et je considérerai comme eugéniste toute forme de sélection de l'homme par l'homme, qui est une formule qui peut avoir cours. Sélection de l'homme par l'homme, et ce, quels que soient les moyens employés, quels que soient les preneurs de décision, quelles que soient les fins poursuivies. Les moyens sont variés. Parmi eux, on pense naturellement à la sélection des reproducteurs et des reproductrices, la sélection également des ayants droit à la reproduction, c'est-à-dire aussi à la stérilisation forcée. Parmi les moyens de l'eugénisme, on connaît évidemment l'élimination, qu'elle soit prénatale ou postnatale. Ces moyens eux-mêmes peuvent être imposés par l'État, recommandés plus ou moins fortement par la structure sociale, ou laissés au choix, réputés authentiquement libres, des couples et des individus. Quant à la fin poursuivie, elle peut être l'amélioration de l'espèce humaine, dans son ensemble, elle peut être la préservation de la pureté supposée d'un groupe humain particulier, la fin poursuivie peut être la performance économique d'une nation, voire le simple confort des éducateurs. Vous voyez, j'englobe dans le terme d'eugénisme toutes ces possibilités. C'est la première question philosophique qui a trait à l'eugénisme, sa définition. La seconde question, naturellement, c'est bien sûr la caractérisation métaphysique de l'homme, et ça, je n'en traiterai pas ici. Je ne traiterai pas davantage cet autre ensemble de questions vers lesquelles on glisse d'ailleurs sans doute trop vite, à savoir les questions morales. Je ne suis pas là pour porter un jugement moral, pour essayer de présenter un peu d'histoire. Effectivement, les questions morales affleurent pourtant rapidement. Comment qualifier les actes concrets qu'ont inspiré, ou qu'inspirent encore les eugénismes anciens ou modernes? Faut-il, selon les cas, les assimiler à des homicides, à des blasphèmes, à de la démesure, à de la désespérance? Peut-on les considérer comme relevant, à l'inverse, du bon usage, de la puissance que le Créateur lui-même a donnée à sa créature sur la nature, sur la cité, et sur lui-même? Une fois encore, je n'en traiterai pas directement, même si ces questions vont se trouver rapidement en sous-jacent à mes développements historiques. Je vais donc brosser simplement une histoire, une fresque historique sur le temps long, de l'eugénisme, des eugénismes. Et mon propos est de mettre en évidence trois éléments simples qui me fournissent mon fil directeur. Alors, premier élément, l'eugénisme n'est pas une invention moderne. Dit autrement, ce serait faire beaucoup d'honneur à la modernité que de lui attribuer la paternité d'une idée radicalement nouvelle. Il y a évidemment un corollaire, c'est qu'il existe un ou des eugénismes anciens qu'il faudra essayer de caractériser, et je me risquerai à une très brève histoire des eugénismes grecs, à travers, nous sommes en bonne compagnie, à travers Lycurgue, Platon et même Aristote. Ce sera mon premier point. Mon deuxième point, c'est que si l'eugénisme n'est pas une invention moderne, l'eugénisme moderne a pourtant ses traits propres. Certains sont bien connus. L'eugénisme est né, l'eugénisme moderne est né du rejet du christianisme. Ça, tout le monde le sait. D'autres traits sont moins connus, et je m'étendrai donc un peu davantage dessus. C'est le lien entre eugénisme moderne, théorie de l'évolution et racisme à prétention scientifique.
Si je parle d'un eugénisme moderne, ça veut dire qu'il faudra s'efforcer de situer son apparition, et je placerai le point de bascule, voici un peu plus de 150 ans, dans le courant des années 1860. C'est-à-dire à peu près entre l'abolition de l'esclavage en 1848 et la constitution du Deuxième Reich en 1870. À cette bascule, j'associerai un nom emblématique, celui de Charles Darwin. C'est couramment célébré comme un héros de la science moderne et comme l'un des pères de la laïcité. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont ces épigones modernes. Enfin, le père de la laïcité est en l'occurrence aussi le père du racisme dit scientifique. Je voudrais vous la faire revivre aussi, ce sera le deuxième point de mon exposé. Et puis il y a un troisième point que je voudrais mettre en évidence, quelque chose qui n'est pas logiquement nécessaire, mais qui se trouve historiquement avéré, c'est que l'eugénisme va de pair avec un certain regard sur la société, sur la famille, sur les relations entre ceux qui ont été créés hommes et femmes, et bien sûr sur l'enfant né ou à naître. Que l'on ne se méprenne pas, je m'attacherai à mettre en lumière de simples coïncidences historiques factuelles. Je ne prétendrai pas transformer ces liens historiques, que l'on peut juger contingents, en liens logiques nécessaires. Pour vous donner mon point de vue, ces liens logiques sont quasi nécessaires, mais de fait ne sont pas immédiats. Dit autrement, je pense pouvoir établir que l'eugénisme moderne souffre à tout le moins d'une hérédité lourdement chargée, qu'il souffre aussi de mauvaise fréquentation dans son enfance, mais je ne traiterai pas de la question de savoir si l'on peut, malgré tout, au prix d'une bonne éducation, sauver ce rejeton mal né et originellement mal entouré. J'ouvre juste la question de savoir, je ne traiterai pas, si dans une perspective un peu post-théillardienne, on ne pourrait pas légitimer moralement les méthodes eugénistes si répandues aujourd'hui, ne serait-ce que pour user du pouvoir que Dieu a donné à l'homme, pouvoir qui lui permet peut-être d'améliorer l'humanité. Dans cette perspective, qui pourrait commencer à tenter certains, refuser l'eugénisme serait une faute, serait un crime, quelque chose comme non-assistance à espèces à améliorer. Une nouvelle fois, je ne traiterai pas de ces questions, je laisserai la réponse à ceux qui me succéderont, et je me contenterai d'un peu d'histoire, en laissant, comme je l'aime, largement la parole à mes sources. Eh bien, je vais donc commencer par l'histoire ancienne, commencer par la Grèce, ce qui est toujours plaisant. Alors, je vais réveiller aussi les eugénismes grecs, ce qui le sera un peu moins. Mais jetons un regard sur l'eugénisme avant la lettre, l'eugénisme avant l'eugénisme, puisque, comme ça a été mentionné, le mot lui-même n'apparaît que dans la seconde moitié du XIXe, sous la plume de Galton, en anglais, mais avec une étymologie grecque, ce qui n'est sans doute pas un hasard. Commençons par la Grèce, remontons loin dans le temps. Je vais parler de l'eugénisme avant la lettre, dans une Grèce en quelque sorte avant la Grèce. Partons vers Sparte, la cité militaire, volontariste, qui a pu tant séduire un Maurice Barrès. Partons vers la Grèce archaïque, vers son premier législateur. Relisons Lycurgue. Enfin, plus précisément, on ne va pas relire Lycurgue, dont on n'a aucun écrit direct. Lisons Plutarque, nous racontant Lycurgue. Plutarque, je le mentionne, est un véritable historien, rigoureux dans sa démarche, dans ses sources, et qui ne vivait, après tout, qu'un petit millénaire, semble-t-il, après son sujet. Citation de Lycurgue, de Plutarque. Voici ce qu'on rapporte des règlements de Lycurgue sur les mariages. Il taxait de vanité et de sottise les règlements des autres législateurs sur le mariage. Il cherche, ces autres législateurs cherchent, disait-il, pour leurs chiennes et pour leurs juments, les meilleurs clients et les meilleurs étalons,
Ils les obtiennent de ceux qui les ont à force de prière ou à prix d'argent. Et leurs femmes, ils les renferment dans leur maison. N'est-ce pas, ajoutait-il, pour leur propre malheur, que des pères contrefaits engendrent des enfants défectueux. Alors, fin de citation, provisoirement. Donc, autrement dit, un mari contrefait doit choisir pour les enfants que portera sa femme un géniteur d'élite, tout comme il choisirait un étalon de race pour s'accoupler avec ses juments. Bon, il est inutile de mentionner la parenté avec des fantasmes tout modernes relatifs à des banques de sperme fournies par des prix Nobel. Notons aussi que laisser à un autre mieux fait que lui tenir le rôle de géniteur, c'est quand même, là aussi, une pensée qu'on aurait espéré ne pas trouver en Grèce. Mais c'est bien la pensée de Lycurgue, et le père qui laisse un autre que lui faire le travail de l'étalon en sera récompensé dans la personne de ses enfants. La pensée de Lycurgue, je le mentionnerai éventuellement dans la communication écrite, ne semble pas toujours parfaitement cohérente. Mais je suis, toujours sur Lycurgue, raconté par Plutarque, un père n'était pas maître d'élever son enfant. Dès qu'il était né, il le portait dans un lieu où s'assemblaient les plus anciens de chaque tribu. Les plus anciens le visitaient, et s'il était bien conforme, s'il annonçait de la vigueur, ils ordonnaient qu'on le nourrit, et lui assignaient pour son héritage une des 9000 parts de terre. S'il était contrefait, ou d'une faible complexion, il l'envoyait jeter dans un gouffre voisin du mont Tégète, qu'on appelait les apothètes. Les anciens pensaient qu'étant destiné dès sa naissance à n'avoir ni force ni santé, il était avantageux, ni pour lui-même, ni pour l'État, de le laisser vivre. Les sages-femmes, pour éprouver leur constitution, ne les lavaient point avec de l'eau, mais avec du vin. Car ceux qui sont épileptiques et maladifs ne peuvent, dit-on, soutenir la force de cette liqueur et tombent dans le marasme et meurent. Mais s'ils ont une complexion saine, le vin leur donne, pour ainsi dire, une trempe plus forte et leur corps s'endurcit. Fin de citation. Alors on notera ici les éléments constitutifs de l'eugénisme. Sélection de l'homme par l'homme. En l'occurrence ici, il y a d'abord une sélection par les géniteurs d'élite, et ensuite, par élimination postnatale, on jette l'enfant dans un gouffre, des apothètes. On notera un eugénisme imposé par l'État. J'ai mentionné le rôle des anciens dans chaque tribu. On notera une sélection admise par la structure sociale. Vous voyez, on notera le rôle des sages-femmes et le protocole médical mis en œuvre. Alors, que le protocole médical puisse faire sourire est une chose, mais enfin, il était bien validé par la structure médicale, technico-scientifique de l'époque. Et puis, une sélection dont la finalité est très claire, c'est le bien de l'État, ce qui, en un sens, pourrait peut-être se défendre, pas très longtemps, mais pourrait peut-être se défendre, mais on invoque déjà à l'époque le bien de l'individu, ce qui, pour le coup, est assez difficile à comprendre. Alors, voilà pour le cœur de la pensée eugéniste d'un Lycurgue. On notera aussi dans la même vie de Lycurgue, rapportée par Plutarque, les éléments suivants. Négation du mariage monogame fidèle, puisque l'on peut et que l'on doit choisir un procréateur extra-conjugal. Bon, première chose, donc là j'aurai la citation facilement. On va noter également la négation du rôle d'éducateur auquel pourraient prétendre, assez naturellement, semble-t-il, les parents selon la chair. Non, Lycurgue est très clair là-dessus. Je cite là pour le coup, il prétendait que les enfants n'étaient pas en particulier à leur père, mais qu'ils appartenaient à l'État. Il voulait donc, je cite, que les citoyens eussent pour père non des hommes vulgaires, mais les personnes les plus vertueuses. Et donc là, on dissocie bien la génération selon la chair et l'éducation. Alors, autre point qui se trouve tout à fait chez Lycurgue, et c'est là aussi où cette Grèce archaïque, présocratique,
nous rappelle étonnamment le monde, certains aspects seulement du monde contemporain. Lycurgue met en place un strict égalitarisme homme-femme, une certaine supériorité des femmes, et qui se traduit par deux choses que la chaleur ambiante va faire ressentir particulièrement ces temps-ci, l'identité du vêtement, et, dans toute la mesure du possible, mesdames, excusez-moi, la nudité des femmes. Je cite à nouveau Plutarque, Lycurgue prit des femmes tout le soin dont elles étaient susceptibles. Il voulait que les filles se fortifiassent en s'exerçant à la course, à la lutte, à lancer le disque, le javelot, afin que les enfants qu'elles concevraient prissent une plus forte constitution dans des corps robustes. Pour prévenir la mollesse d'une éducation sédentaire, il les accoutuma à paraître nus en public, comme les jeunes gens. Alors oui, c'est donc nudité certainement relative, mais enfin, même costume que les jeunes gens, et en fait, peu de costumes. Donc je pourrais détailler sur ces questions-là, et je passe, en arrivant à cette anecdote, les femmes spartiates pouvaient-elles penser et dire avec confiance ce que Gorgo, femme de Léonidas, donc déjà beaucoup plus tard, ce que Gorgo, femme de Léonidas, répondit à une femme étrangère qui lui disait « Vous autres lacédémoniennes, vous êtes les seules femmes qui commandiez aux hommes. » C'est que nous sommes les seuls, répondit Gorgo, qui mettions au monde des hommes. Donc avec là aussi un rôle qui est savoureux également, qui évoque bien des choses, et puis il va sans dire que pour Lycurgue, là aussi, on dissocie le rôle de génitrice et le rôle d'éducatrice, tout comme on avait dissocié le rôle de géniteur et le rôle d'éducateur. Alors vous allez me dire, j'ai été chercher Plutarque et Lycurgue. Est-ce que tout ceci est bien sérieux? Et si nous nous tournions vers Platon, notre cher Platon, vers l'immense Platon, qui est quand même un des pères de notre sagesse, que trouverions-nous? Eh bien, à mon immense regret, vous trouveriez exactement la même chose. Alors là, j'ai apporté la République parce que je pense que vous passeriez un bien meilleur moment si vous lisez, passer la fin de mon temps à lire un peu de la République. Mais je vais devoir sauter, mais on trouve chez Platon, c'est le 5e livre de la République, exactement la même chose. Eugénisme par sélection des géniteurs, puis par choix sélectif, avec alors chez Platon une pointe de machiavélisme, puisque il faut que les géniteurs et les génitrices ne sachent pas trop comment ils sont choisis pour s'accoupler, et que ceux qui ne sont pas dignes d'engendrer soient mis à l'écart de manière plus discrète. Il y a chez Platon, on va retrouver la nudité des femmes, la possibilité pour les jeunes gens qui se sont signalés à la guerre de s'accoupler avec une plus grande liberté aux femmes dignes d'engendrer aussi. Donc le fait de confier des enfants à mesure qu'ils naîtront entre les mains d'autres que leurs parents, bien sûr, la nudité des femmes, hein, les femmes de nos gardiens, les gardiens dans la République, c'est la caste supérieure. Les femmes de nos gardiens quitteront leurs vêtements, puisque la vertu leur en tiendra lieu. Une belle confiance dans la vertu masculine. Les femmes de nos gardiens quitteront leurs vêtements, puisque la vertu leur en tiendra lieu. Elles participeront à la guerre et à tous les travaux qui concernent la garde de la cité, sans s'occuper d'autre chose. Et puis, Platon est explicite, en particulier sans s'occuper de leurs enfants. Bien sûr, c'est le même esprit que Lycurgue, les femmes de nos guerriers seront communes toutes à tous, et on va dire tous à toutes. Aucune d'elles n'habitera en particulier avec aucun d'eux. De même, les enfants seront communs. Les parents ne connaîtront pas leurs enfants, ni ceux-ci leurs parents. Bien sûr, on retrouve également les mêmes comparaisons que chez Lycurgue avec la sélection animale. Donc là aussi, qui n'est pas un concept récent. Il y a même quelques points, vous voyez, si on essaie de comparer, de faire une sorte de jeu de cette erreur entre Lycurgue et Platon. Platon est un tout petit peu
peu plus explicite, puisqu'il entend conserver sa pureté à la race des gardiens. Citation. Là aussi, pour terminer sur ce Platon, puisque là aussi, lors de l'échange, l'un des protagonistes remarque qu'effectivement la vie sera belle pour les femmes, puisqu'elles seront déchargées du poids de leurs enfants dès la naissance. Elles se contenteront d'engendrer. Et voici le commentaire: tu rends la maternité bien facile aux femmes des gardiens. Et réponse: il convient en effet qu'elle le soit. Donc nous voici chez Platon, et qui est un peu aussi notre maître à tous, à beaucoup d'égards. Vous savez que toute la philosophie européenne est un ensemble de notes infrapaginales sur Platon. Et ici, les notes, malheureusement, ne seront pas peut-être aussi encomiastiques qu'elles peuvent l'être en d'autres lieux. Alors vous allez dire, bon, bah, vous avez vu Platon, reste Aristote, notre cher Aristote, l'immense Aristote. Alors les choses vont un peu mieux. Il y a une très belle critique de la République de Platon, que vous avez trouvée au livre bêta des politiques. Mais malheureusement, en termes d'eugénisme au sens strict, je ne parle pas de tout ce qui l'accompagne, et qui semble si pittoresque, si moderne aussi, non, mais en termes de strict eugénisme, ce qu'écrit Aristote ne vaut qu'à peine mieux. C'est le livre État de la politique, et que je cite ici, pour ce qui est des enfants à élever et de ceux à exposer. On prenait un terme pudique, un peu pudique. Exposer un enfant, c'était éliminer. Exposer aux bêtes. Pour ce qui est des enfants à élever et de ceux à exposer, qu'une loi interdise de nourrir tout être difforme, et, une concession, si les mœurs répugnent à l'exposition, c'est intéressant, il peut y avoir des endroits où les mœurs, une sorte de bon sens qui ressort, où les mœurs, si les mœurs répugnent à l'exposition, et que le nombre des enfants soit en excès, là on trouve chez Aristote, très concret, un peu économiste, cette idée qu'on trouvait déjà un peu chez Lycurgue aussi, qu'il faut maintenir la population constante. Si les mœurs répugnent à l'exposition et que le nombre des enfants soit en excès, ce nombre doit être limité, il faut, lorsque certains couples sont trop féconds, provoquer l'avortement avant que n'apparaisse dans le fœtus le sentiment de vie. Le sentiment et la vie, pardon. Le caractère licite ou illicite de cette pratique dépend en effet de l'apparition du sentiment et de la vie. Donc Aristote, la politique. Et là, on retrouve les thèmes que j'ai mentionnés, eugénisme par élimination postnatale, ou en l'occurrence prénatale, et élimination postnatale systématique, politique, des difformes. Voici un bref portrait, beaucoup de citations issues de la Grèce. Alors, quand on a la chance d'avoir un peu grandi dans les belles lettres, on est assez gêné vis-à-vis des textes que je viens de citer. Et c'est donc très clair qu'aucun contexte ne peut innocenter. J'avais dit que je ne porterai pas le jugement moral, je vais donc revenir sur ma parole. Platon, Plutarque et même Aristote se sont laissés aller à de l'inadmissible. Maintenant, la dette que nous avons malgré tout envers eux, pour ce qu'ils ont laissé par ailleurs, donne envie de comprendre qu'ils ont pu errer à ce point. En l'occurrence, alors faut-il le rappeler, Lycurgue est regardé comme le premier législateur grec. Alors que l'inventeur de la raison légale se soit laissé un peu enivrer par sa découverte, ce n'est sans doute pas excusable, mais cela peut apparaître comme un peu plus compréhensible. Une fois encore, c'était le premier. Ensuite, nous nous plaçons délibérément dans le domaine du mythe. J'ai cité Lycurgue et Platon. Plutarque, qui est un vrai historien, une fois de plus, commence sa vie de Lycurgue par un « on ne peut rien dire de certain sur le législateur qui est Lycurgue ». Et il insiste « on ne peut rien dire de certain, son origine, ses voyages, sa mort, enfin ses lois mêmes et la forme du gouvernement qu'il a établi sont rapportés diversement par les historiens. Mais ce dont il convient le moins, c'est le temps où il a vécu. Vous voyez, donc, et plus tard que le sait, on se place ailleurs.
Lui-même, Platon, à son tour, se place délibérément en dehors de l'applicable et le revendique. Je cite, « Eh bien, moi aussi, je cède à la paresse et désire remettre à plus tard la question de savoir comment mon projet est possible. Pour le moment, je le suppose possible, et vais examiner, etc., les arrangements à mettre en place. » Donc, dans les deux cas, on ne se place pas ou pas complètement dans le domaine de la loi à promulguer le lendemain. Enfin, il faut aussi rappeler que nous nous plaçons avant Jésus-Christ. Alors, à quoi peut renvoyer ce désir d'amélioration de l'homme par la biologie ? Sans doute, me semble-t-il, à un besoin de régénération, à un besoin de pureté, à des aspirations profondes et impossibles à satisfaire avant Christ. Bon, je pense qu'on peut mentionner aussi, à l'époque, la remontée d'instinct, à vrai dire assez bas, mais on peut le dire aussi assez profond, et toujours renaissant, du moins dans cette moins bonne moitié de l'humanité à laquelle j'appartiens. Je pense que profiter des plus jolies filles sans les inconvénients de la paternité, ni de la vie commune, ma foi, cela a dû traverser l'esprit de plus d'un mâle. Et il est possible que Platon se contente de revêtir d'habits philosophiques la plus banale des concupiscences. Mais j'arrête là pour la Grèce, et du point de vue eugéniste, l'humanité, il faut bien le dire, n'était pas très bien partie. Pourtant, l'eugénisme n'était pas une fatalité. Oui, on pourrait traiter la question de l'eugénisme, non pas dans le monde grec, mais dans le monde latin. C'est-à-dire dans un monde qui est marqué, cette fois-ci, par un génie non pas philosophique, mais politique. On ne peut pas attoudre Rome de certains de ses crimes, mais ce qui est certain, c'est que l'historien qui part à la chasse à l'eugénisme dans le monde latin ne reviendra pas avec la moisson de beaux trophées que le monde grec lui avait offerte. À ceci s'ajoute évidemment le génie chrétien, et nous avons, pour faire outrageusement simple, 1500 ans au cours desquels l'homme a pu voir, ou en tout cas très majoritairement, l'homme a pu voir en tout autre homme un frère, et au cours desquels on a pu dire, rappelons-nous que notre conversation, notre patrie est dans les cieux. On avait posé là la barrière infranchissable contre laquelle s'arrête toute sélection de l'homme par l'homme au nom d'intérêt terrestre, quel qu'il soit. Alors, on pourrait préciser un petit peu cette vision très répandue, mais trop peu formalisée sans doute, en essayant de dégager quelques traits propres à ces 1500 ans libres d'eugénisme, 1500 ans qu'il ne faut sûrement pas idéaliser, mais qui ont quand même porté un regard sur l'homme. Et la réponse est simple et concise, dans la vision qu'on a pu appeler la philosophia perennis, l'homme est un animal rationnel. Alors, l'homme est un animal, là aussi ça relève de l'évidence, on pourrait même dire que s'il fallait chercher les animaux auxquels l'homme ressemble le plus, c'est évidemment le grand singe qui utilise ses mains à peu près comme nous. La marque n'est pas de moi, elle est de Saint-Augustin. Dire cela, ça n'est que constater des ressemblances morphologiques tout à fait objectives. Tout ça pour dire que le caractère animal de l'homme n'a jamais été nié. Avec ceci, si l'homme est un animal, il n'est pas un animal comme les autres. Et là aussi, si je reprends un petit peu ce regard classique sur l'homme, ce regard met au cœur l'intelligence qui confère à l'être humain une place très particulière. Lorsqu'on étudie, lorsqu'un Aristote même, étudie les caractères de cette intelligence, on est amené à reconnaître qu'elle dépasse de beaucoup la sensibilité animale, qu'elle permet d'aller au-delà de conditionnements strictement matériels, et si elle dépasse les conditionnements matériels, ça veut dire qu'elle ne peut être insufflée que par un agent qui est lui-même, au moins en partie, immatériel. Intervention d'un agent immatériel, c'est Aristote qui a établi ce point, vous le trouverez dans le De la génération des animaux, et Aristote dit que l'âme humaine vient, Turatène, du dehors, d'un extérieur.
Alors, cet extérieur, ce dehors qui insuffle l'âme humaine, la tradition chrétienne lui a bien sûr donné un nom, mais je voudrais dire que même sans avoir étudié la philosophie, c'est quelque chose que savent au fond tous les parents du monde, du moins si la pression sociale et politique ne les a pas privés d'une partie d'eux-mêmes. Dans cette merveille qu'est un petit homme, d'ailleurs petit ou grand d'ailleurs, il y a plus que ce qu'un homme tout seul, qu'un couple a pu produire. Les parents humains engendrent un corps, ce qui était déjà une grande chose, mais sur ce qu'ils ont conçu, quelqu'un passe et insuffle une âme immortelle, ce qui impose également un certain sens du mystère. Vous voyez, donc première conséquence sur le regard porté sur l'autre, mais cette première conséquence liée à la reconnaissance de l'intelligence, a une deuxième conséquence, c'est que l'unité du genre humain résulte aussi d'une relation particulière à ce quelqu'un qui l'a fait homme, et dont il est l'image. La relation entre deux êtres humains ne peut donc être très différente de la relation entre deux ruminants. Et dans ces conditions, je le mentionne au passage, la question de la race ne se pose pas, ou se pose dans des termes très superficiels. Là aussi, pour mémoire, la distinction entre homme blanc et homme noir fournit l'exemple standard de différences accidentelles, et non pas substantielles. Je ne mentionne ici que pour balayer un argument souvent entendu que le racisme relèverait d'une longue tradition. Absolument pas. Le racisme est une invention de la modernité. Vous voyez, je vais parler d'un regard sur l'homme, un rapide regard sur les races. On pourrait s'intéresser aussi, vous voyez, rappelons-nous Lycurgue, Platon, l'exposition des enfants mal-nés. Quel fut le regard sur ce qu'on appelait, le terme n'était pas péjoratif comme aujourd'hui, les monstres, les prodiges, les enfants ou les adultes souffrant d'une malformation. On pourrait citer beaucoup de sources, là, pour le coup, je vais citer encore une fois saint Augustin, la cité de Dieu en l'occurrence. La question qui se posait à saint Augustin était la suivante: l'existence de monstres, de prodiges, réels ou supposés, est-elle bien compatible avec la Genèse et le couple unique? Alors, l'évêque nord-africain recense, sans trop y croire, mais en y croyant sans doute un peu quand même, tous les prodiges dont son époque émet à évoquer l'existence. Les cyclopes, certains l'avaient vu, les unijambistes, saint Augustin évoque ces unijambistes qui ont une seule jambe. C'est pas qu'ils ont perdu une jambe, c'est qu'ils ont une seule jambe, et donc une jambe avec un grand pied, et qui peuvent s'abriter à l'ombre de leur pied unique. Ce sont les siopodes. Saint Augustin évoque même des êtres bisexués avec la mamelle droite d'un homme et la mamelle gauche d'une femme, sans doute héritage des Amazones. Il évoque des hommes sans bouche ou à tête de chien. Il envisage même l'existence de peuples entiers, constitués de tels, alors je prends le terme latin, de tels monstres, de tels prodiges, de tels... Et que conclut-il? Il ne conclut pas qu'il faut les envoyer aux apothèques, ni les éliminer. Il conclut, je cite, avec prudence et circonspection, ou ce qu'on raconte de ces races est faux, peut-être l'hypothèse qui a sa préférence, ou ce ne sont pas des créatures rationnelles, ou si c'en sont, ils viennent d'Adam, et sont donc nos frères. C'est livre 16, chapitre 8 de la Cité de Dieu. Vous voyez, l'équilibre est très intéressant. La possibilité de variation notable des paniers de l'homme habituel au siopodes, il y a plus qu'un pas, parce qu'il y a le jeu de mots, mais les différences de nature accidentelle n'atteignent pas la nature humaine d'un ordre plus élevé. Alors, ceci étant vu, il est temps d'arriver à la naissance de la modernité. Alors ça, on verrait, bien sûr, les racines de l'eugénisme moderne dès le XVIIIe. Je pensais, avec un peu plus de temps, à vous citer un Diderot, par exemple. Un Diderot qui vous donne, avec un effet remarquable, littéraire remarquable, quasi cinématographique, l'image du pingouin qui va tranquillement voir, à force de longs efforts, une génération de manchots va acquérir des bras, et des bras avec des doigts. Et au bout du compte, c'est l'homme descend du pingouin, dans le cas de Diderot et du rêve d'Alembert.
Il y a chez Diderot aussi les rêves eugénistes à visée tout à fait utilitariste, à savoir l'accouplement entre des êtres humains et d'autres animaux de manière à pouvoir obtenir des races de domestiques. On reconnaît aussi un regard très caractéristique des Lumières. Alors, on verra aussi une des phrases clés de Diderot, à savoir que, après avoir évoqué la transformation de la matière inanimée en pingouin puis en homme, il s'écrira « Le prodige, c'est la vie, c'est la sensibilité, et ce prodige n'en est plus un ». Vous voyez, donc, avec cette négation du mystère, qui est un des traits si caractéristiques des Lumières, avec ce ne que, l'intelligence n'est que la sensibilité, qui n'est en fait que de l'inanimé, ce ne que qui est si caractéristique du réductionnisme. Ce prodige n'en est plus un, je n'approfondirai pas beaucoup cette question, puisqu'elle a été remarquablement exposée par Xavier Martin. On pense à Voltaire méconnu, mais je voudrais recommander un autre ouvrage de sa part, qui est Régénérer l'espèce humaine, Utopie médicale et lumière, qui est un chef-d'œuvre dans son domaine, si l'on veut nourrir de textes une réflexion historique sérieuse sur l'évolutionnisme et sur l'eugénisme. Je passerai directement donc, ces prolégomènes chez Diderot à Darwin. Darwin qui fait figure de pivot entre l'eugénisme des Lumières, encore littéraire, balbutiant, philosophique si l'on veut, et les eugénismes médicaux, bientôt industriels dans leurs moyens, et puis aujourd'hui microélectroniques, dans les perspectives transhumanistes. Darwin a ceci d'intéressant d'avoir été revendiqué à la fois par le nazisme et par le libéralisme actuel. Il est connu pour deux thèses qui se sont développées simultanément, l'une relative à la transformation des espèces, et ça je ne le discuterai pas ici, je pense qu'on peut largement le suivre, au moins dans son refus du fixisme, quoique avec une certaine prudence. L'autre thèse connue de Darwin est relative au moteur de l'évolution, c'est la croyance dans la force du schéma mutation aléatoire, sélection par la survie du plus apte, ce qui revient à évacuer assez efficacement le mystère en érigeant le hasard en principe d'explication. Reste à savoir si le hasard peut être un principe d'explication, mais je ne m'étendrai pas là-dessus. Je ne m'étendrai pas non plus sur le parcours intellectuel propre de Darwin, qui serait intéressant parce que le parcours de Darwin, en un sens, c'est le parcours de l'intelligence occidentale, de la Renaissance, peut-être pas jusqu'au nazisme, mais au moins jusqu'à ses prolégomènes. Je mentionnerai, puisque c'est mon objectif, le lien net entre Darwin et l'apparition de l'eugénisme moderne. Et également son lien fort au racisme. Et là, je vais donner quelques citations avec des procédés rhétoriques qui sont si caractéristiques et que sous une forme différente, on retrouve tellement aujourd'hui. L'homme peut supporter, donc c'est le cite La descente de l'homme, 1871, l'homme peut supporter avec impunité les plus grandes différences de climat et résister à des changements considérables des conditions d'existence, mais cette remarque est seulement vraie quand elle s'applique aux races civilisées. L'homme à l'état sauvage semble sous ce rapport presque aussi sensible que ses plus proches voisins, les singes anthropoïdes, qui n'ont jamais survécu longtemps quand on les a exilés de leur pays natal. Vous voyez la mise en place, un peu rhétorique, l'homme civilisé d'une part, qui résiste bien au changement, et puis l'homme à l'état sauvage et ses plus proches voisins, les singes anthropoïdes. Bon, le procédé rhétorique est énorme. Accessoirement, l'argument est faux. Ça fait des années qu'on emmenait des Noirs aux Amériques et qu'ils y survivaient bien. Alors, autre type de rhétorique à la Darwin, le sauvage et le chien ont souvent trouvé de l'eau dans les dépressions du sol. Et la coïncidence de ces circonstances s'est associée dans leur esprit. Un homme civilisé ferait peut-être quelques raisonnements généraux, mais tout ce que nous savons sur les sauvages nous autorise
à penser qu'il ne le ferait sans doute pas, et le chien ne le ferait certainement pas. Toutefois, le sauvage, aussi bien que le chien, malgré de nombreuses déceptions, continuerait ses recherches, etc. Et puis on continue cette mise en place, là aussi très rhétorique, en mettant d'un côté le sauvage et le chien, et de l'autre part, alors le sauvage et le chien, avec une nuance, parfois c'est le sauvage et l'animal supérieur, opposé à l'homme civilisé. Alors on va me dire, peut-être que je pousse un petit peu le bouchon, pas vraiment. Malheureusement, je pourrais continuer, puisque au-delà de remarques anatomiques, Darwin poursuit. Chez les sauvages, les individus faibles de corps ou d'esprit sont promptement éliminés, et les survivants se font ordinairement remarquer par leur vigoureux état de santé. Quant à nous, hommes civilisés, nous faisons au contraire tous nos efforts pour arrêter la marche de l'élimination. Nous construisons des hôpitaux pour les idiots, les infirmes et les malades. Nous faisons des lois pour venir en aide aux indigents. Nos médecins déploient toute leur science pour prolonger autant que possible la vie de chacun. Les membres débiles de nos sociétés civilisées peuvent donc se reproduire indéfiniment. À l'exception de l'homme lui-même, personne n'est assez ignorant ni assez maladroit pour permettre aux animaux débiles de se reproduire. Alors, Darwin a un peu une nuance. Notre instinct de sympathie nous pousse à secourir les malheureux. La compassion est un produit accidentel de l'instinct que nous avons acquis dans le principe au même titre que les autres instincts sociables. Et il conclut, nous devons donc subir sans nous plaindre les effets incontestablement mauvais qui résultent de la propagation des êtres débiles. Bon, vous voyez, ce n'est pas exactement l'humanisme qu'on lui attribue toujours. Et puis, surtout, je vais terminer par ce passage qui m'est particulièrement cher, parce qu'il est au moins très très clair. Darwin, oui, théorise une sorte d'eugénisme un peu malgré lui. Vous voyez, un peu de réticence, et malgré tout, ce serait quand même tellement bien. Mais enfin, il voit loin, et dans un avenir assez prochain, si nous comptons par siècle. Les races humaines civilisées auront très certainement exterminé et remplacé les races sauvages dans le monde entier. Il est à peu près hors de doute qu'à la même époque, les singes anthropomorphes auront ainsi disparu. Alors, où Darwin veut-il en venir? En fait, il veut répondre à ceux qui disent qu'il ça manque de maillon, on manque de maillon entre le singe et l'homme. Alors, Darwin avait trouvé le sien, c'était le nègre. Et là, Darwin insiste, oui, aujourd'hui, la lacune semble importante, mais dans quelques siècles, la lacune sera donc beaucoup plus considérable encore, car il n'y aura plus de chaînons intermédiaires entre la race humaine, qui, nous pouvons l'espérer, aura alors surpassé en civilisation la race caucasienne actuelle, et quelque espèce de singe inférieur, que le babouin, au lieu qu'actuellement, la lacune n'existe qu'entre le nègre ou l'australien et le gorille. Vous voyez, donc c'est difficile d'être aussi net dans la suite, la grande chaîne de l'évolution. Il y a des traces, le gorille, l'australien ou le nègre, et le caucasien qui va encore pouvoir s'améliorer. C'est une admirable perspective, et effectivement, l'homme, le vrai, va encore continuer à évoluer. Quant aux nègres et aux gorilles, ils auront disparu. Bon, alors, mentionnons que c'est faux, au passage. Le peuple gorille est mal parti. En revanche, les populations africaines sont dépassées de milliards. Bon, ça veut juste dire, en passant, que la théorie de Darwin ne conduit pas à des prédictions correctes, ce qui serait, excusez-moi de le rappeler, la moindre des choses que l'on est en droit d'exiger d'une théorie. Alors, que retenir de ce mélange bizarre? Darwin malaxe sans cesse des observations scientifiques et une rhétorique plus que douteuse. Et c'est le double aspect qu'on trouve aussi aujourd'hui, avec un regard froid d'entomologiste, à en perdre le sens, y compris de l'animal, appris comme un tout, et en même temps une rhétorique sinueuse extrêmement habile. Alors j'ai mentionné quelques au sein de ces procédés, asséner le sauvage et le chien, puis le nègre et le babouin, etc. Mais il y en a beaucoup d'autres.
À ce malage rhétorique, il correspond aussi à un malaxage intellectuel. Et nous avons de fait hérité d'un univers intellectuel bien brouillé. Nous baignons dans le paradoxe de l'homme des Lumières qui s'est glorifié de son intelligence pour se dépêcher d'y renoncer. J'ai cité Diderot. C'est drôle, vous voyez, Diderot est l'exemple même du penseur qui s'est fait à la fois Dieu et singe en même temps. Vous voyez, c'est ce qui est assez caractéristique des Lumières aussi. Nous avons hérité de Darwin un regard sur l'homme qui lui aussi est brouillé. Donc Darwin qui mélange l'eugénisme raciste le plus bestial et des protestations philanthropiques. C'est aussi en cela que Darwin est un moderne. C'est aussi en cela. On pourrait citer beaucoup de cas contemporains avec des autorités morales comme des acteurs ou des sportifs qui sont capables de pleurer toutes les larmes de leur corps en sortant d'un film comme Rain Man et qui le lendemain signent des pétitions en faveur de toutes les pratiques d'élimination des plus faibles. Pour ce qui est de la postérité de Darwin, vous voyez, vous l'avez positionné sur ce point de bascule, il y a un livre, vous voyez, avant Darwin, il y a un livre pour moi qui est Xavier Martin, Régénérer l'espèce humaine. Après Darwin, il y a un livre qui est pour moi celui de Dante Pichot, qui est remarquable aussi, La société pure, de Darwin à Hitler. Pichot a un beau courage intellectuel et il rappelle que son sujet est tabou à cause du lien immanquable que l'on veut à tort rendre exclusif entre eugénisme et nazisme. Mais pas du tout, rappelle Pichot, l'eugénisme a fait plus de morts que l'antisémitisme, et en 1941, alors que les nazis gazaient les déficients mentaux au vu et au su de la terre entière, un Huxley ou un Müller pouvaient écrire aux États-Unis que l'eugénisme était un acquis de la religion de l'humanité. L'un des deux eut le prix Nobel, et l'autre fut nommé directeur de l'UNESCO. Et je ne parle pas du transhumanisme actuellement. Alors j'atteins la fin du temps qui m'a été imparti. Je pense avoir à peu près tenu mon programme, je le rappelle. Je voulais montrer trois choses. D'abord, l'eugénisme n'est pas une invention moderne. Ensuite, l'eugénisme qui n'est pas une invention moderne a pour sens et très propre, parmi lesquels des liens historiques, je ne dis pas logiques, mais je dis des liens historiques avec le refus de tout mystère et le racisme à prétention scientifique. Et enfin, la permanence historique entre l'eugénisme et un certain regard sur la société, la famille, les relations entre les hommes et les femmes, et bien sûr, les enfants nés ou à naître. Alors, dans cette perspective qui est assez sombre, un peu brouillée, peut-on trouver quelques paroles claires chercher des paroles fortes, alors non pas dans le menu frétin des intervenants à des colloques, mais parmi les hommes qui comptent, les hommes qui pèsent, ceux qui auront su s'opposer à des opinions majoritaires. Alors vous voyez, chercher, donc à partir du début du XXe, dans ce monde massivement darwinisé, chercher, écoutez, vous n'en trouverez pas 50. Je pense que vous n'en trouverez pas 10. Moi-même, je n'en ai pas trouvé 2. J'en ai trouvé un. J'en ai trouvé un et je vais vous le lire, là aussi pour conclure à ce passage. Il faut enfin réprouver ce pernicieux usage qui regarde sans doute directement le droit naturel de l'homme à contracter mariage, mais qui se rapporte aussi réellement d'une certaine façon au bien de l'enfant. Il en est en effet qui, trop préoccupés des fins eugéniques, ne se contentent pas de donner des conseils salutaires pour assurer plus sûrement la santé et la vigueur de l'enfant, ce qui n'est certes pas contraire à la droite raison, mais qui mettent la fin eugénique au-dessus de tout autre, même d'ordre supérieur, et qui voudraient voir le pouvoir public interdire le mariage à tous ceux qui, d'après les règles et les conjectures de cette science, leur paraissent, par raison de l'hérédité, devoir engendrer des enfants défectueux, fussent-ils personnellement aptes au mariage. Bien plus, ils veulent que ces hommes soient, de par la loi, de gré ou de force, privés de cette faculté naturelle par l'intervention médicale, et il ne s'agit pas d'une peine sanglante
imposée par l'autorité publique comme châtiment d'un crime, ou pour prévenir des attentats futurs. Mais non, contre tout droit divin et humain, on attribue aux magistrats une faculté qu'ils n'ont jamais eue et qu'ils ne peuvent avoir légitimement. Tous ceux qui agissent ainsi oublient complètement que la famille est plus sacrée que l'État et que surtout les hommes ne sont pas engendrés pour la terre et pour le temps, mais pour le ciel et pour l'éternité. Alors, j'arrête ici cette citation que je retrouve toujours avec émotion, puisque j'ai lu pour la première fois il y a un peu plus de 25 ans, avec celle qui se trouve actuellement au 2e rang. C'est dans un extrait de l'encyclique Casti Connubii du pape Pie XI, en 1930. Alors que l'eugénisme multipliait ses ravages intellectuels et humains dans tous les pays dits civilisés. Et je vous renvoie à nouveau à l'ouvrage d'André Pichot. Alors, nous cherchions un homme libre, nous avons trouvé le serviteur des serviteurs de Dieu. Je peux le dire, je crois, dans cette assemblée, au Collège Saint-Germain, je crois que nous pouvons y trouver un motif de foi. Lorsque Jésus-Christ dit, c'est la finale de Saint Matthieu, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps », il ne nous trompe pas. C'est un motif de foi, mais c'est aussi un motif de courage, de fierté, ou tout simplement de reconnaissance envers celui en qui est la vie, lumière des hommes, lumière qui brille dans les ténèbres, et que les ténèbres n'ont pas arrêté. Et je vous remercie.